Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une question qui obsède un peu tous les préparateurs physiques. Comment rendre un jeune athlète plus fort, plus rapide? Et surtout plus robuste. Exactement. On va plonger dans une étude scientifique qui s'intéresse de très très près à l'entraînement de jeunes basketteurs. L'idée, c'est de voir comment optimiser leur force, leur puissance et bien sûr leur agilité. Mais l'étude s'attaque aussi à un ennemi un peu invisible. Souvent sous-estimé, oui. La symétrie, ce fameux déséquilibre entre la jambe gauche et la jambe droite. Pour faire ça, on a une source très précise. C'est un article qui s'intitule, attention c'est un peu long et en anglais, Comme toujours en science. voilà, Effects of Unilateral, Bilateral and Combined Plyometric Jump Training on Asymmetry of Muscular Strength and Power and Change of Direction in Youth Male Basketball Players. Ouf. C'est tout frais, publié en 2024 dans le Journal of Sports Science and Medicine. Et les auteurs principaux, ce sont Jian-Chin Cao et Zhao-Jin Zheng. Et c'est un sujet qui est absolument capital, hein. On a souvent cette image du basketteur comme un athlète parfait et symétrique. Mais la réalité du terrain, elle est très différente. Ah oui, Bien sûr. Chaque joueur a une jambe d'appel, un pied de pivot qu'il préfère. La symétrie, c'est normal jusqu'à un certain point. Mais quand le décalage devient trop grand, c'est là que les problèmes commencent. et on ne parlait pas que de performance, Evelyne. Non, pas seulement. Ça nuit à la performance, bien sûr, un premier pas moins explosif, des changements de direction plus lents, mais ça augmente surtout, et de façon drastique, le risque de blessure. Le corps devient une machine à compenser, et à force de sursolliciter un côté, ça finit par casser. C'est exactement ça. Donc, notre mission aujourd'hui, c'est de décortiquer comment cette étude a comparé 3 programmes d'entraînement très différents, tous basés sur de la pliométrie, donc des sauts, pour voir lequel est le plus efficace. Pas juste pour sauter plus haut. Non, surtout pour corriger ces fameux déséquilibres. Bon, je crois que l'enjeu est clair, j'ai hâte de voir comment ils ont monté leur expérience. Alors, concrètement, ils ont pris un groupe de 66 jeunes basketteurs, des garçons avec une moyenne d'âge autour de 16 ans. Et ils les ont suivis pendant 8 semaines. Et ce qui est important à souligner, c'est la méthode. On est sur une étude contrôlée et randomisée. Le standard de la recherche scientifique. Exactement. Ça veut dire que les joueurs ont été répartis complètement au hasard dans différents groupes pour que les résultats soient vraiment fiables. Et c'est là le cœur de la méthode. Cette répartition a permis de créer 4 groupes bien distants. Le premier, c'était le groupe unilatéral, qu'ils appellent UT. UT, unilatéral. D'accord. Eux, leur programme, c'était uniquement des exercices pliométriques sur une seule jambe. Des sauts à cloche-pied, des fentes sautées, ce genre de choses. Ok. Le deuxième, c'était le groupe bilatéral, ou BT. Eux, ils faisaient des exercices similaires, mais toujours avec les 2 pieds en même temps. Et squats T classiques, par exemple. Le programme plus traditionnel, on va dire. Voilà. Le troisième groupe, c'était l'approche combinée, UBT. Ils mélangeaient les 2 mondes. Une semaine, une séance sur une jambe, la semaine d'après, une séance sur 2 jambes. Et le dernier groupe? Le dernier, c'était le groupe contrôle. Eux, pas d'entraînement de saut en plus. Ils continuaient simplement leur pratique habituelle du basket. C'est eux qui servent de point de référence en fait. D'accord. Et le protocole était assez exigeant, j'ai vu. Pour les 3 groupes qui s'entraînaient, c'était 2 séances par semaine, juste avant leur entraînement de basket. Oui, et avec une montée en charge. C'est ça. Les 4 premières semaines, ils faisaient 100 sauts par séance, et sur les 4 dernières, ils passaient à 150. Ça commence à faire un sacré volume pour des jeunes de 16 ans. Absolument. Et pour voir si tout ce travail portait ses fruits, ils ont mis en place une batterie de tests très complète avant et après les 8 semaines. C'est là qu'on voit le sérieux de l'étude. Il y avait des tests de force statique, comme le squat isométrique, des tests de force des ischio-jambiers. Des tests d'équilibre aussi, je crois. Oui, des tests d'équilibre et de contrôle à l'atterrissage sur une jambe. Et pour l'agilité, ils ont utilisé un test très connu dans le milieu, le test de changement de direction 505. Alors, le test 505, ça mesure quoi exactement pour un basketteur? La vitesse en ligne droite ou c'est plus subtil? C'est bien plus subtil que ça. Le joueur sprint sur 10 mètres, il pose le pied sur une ligne, il fait demi-tour le plus vite possible et il resprinte sur 5 mètres. D'accord. Ce test mesure la capacité à décélérer, à se retourner et à réaccélérer. C'est l'essence même de l'agilité en fait, que ce soit en défense ou pour se démarquer en attaque. C'est un excellent indicateur. Je vois. Mais alors, la question que je me pose, ça me semble compliqué de mesurer une asymétrie. On ne peut pas juste prendre un mètre ruban, j'imagine. Comment ils ont fait pour mettre un chiffre là-dessus? C'est une excellente question.
Ils n'ont pas mesuré de différence de taille de muscle, mais de performance. Pour chaque test qui pouvait se faire sur une jambe, comme le saut en hauteur à cloche-pied, Oui. ils ont comparé le résultat de la jambe droite et celui de la jambe gauche. Et ensuite, ils ont utilisé une formule statistique, l'angle de symétrie, qui calcule un pourcentage de différence entre les deux. Ah, d'accord. C'est une méthode très robuste qui donne un score très clair. Et ça permet de voir si, après 8 semaines, l'écart entre les deux jambes a diminué, augmenté ou s'il n'a pas bougé. Ça transforme un ressenti de coach en une donnée objective, quoi. Ah, c'est génial ça. C'est une façon de quantifier un feeling qu'un entraîneur pourrait avoir en regardant son joueur. C'est beaucoup plus clair. Bon, le décor est planté. On a nos jeunes joueurs, 8 semaines d'entraînement, 4 approches et des outils de mesure très pointus. J'imagine que les résultats ont été intéressants. Alors, premier constat. Et c'est plutôt une bonne nouvelle pour les entraîneurs. Les 3 programmes, unilatéral, bilatéral et combiné, ont tous très bien fonctionné. Oui, ils ont tous amélioré la force, la puissance, l'agilité. Par rapport au groupe qui ne faisait que du basket, en gros, faire de la pliométrie, c'est mieux que de ne pas en faire. Pas de grosse surprise ici, on est d'accord. C'est la base. C'est ça. Mais c'est quand on commence à gratter un peu que ça devient fascinant. La première nuance, c'est que l'entraînement sur une seule jambe, le groupe UT, Oui, s'est montré bien plus efficace que l'entraînement à 2 jambes pour améliorer les performances sur les tests à une jambe. ça paraît logique dit comme ça. Ça paraît logique, mais les chiffres sont vraiment frappants. Sur des tests comme le saut en hauteur sur une jambe ou la force développée en squat sur une jambe, les progrès du groupe unilatéral étaient dans une autre catégorie par rapport aux autres. C'est le fameux principe de spécificité de l'entraînement, en somme. On devient bon à ce qu'on pratique. Mais j'imagine que ce n'est pas encore la découverte la plus folle. Non, on y arrive. Le véritable cœur du réacteur de cette étude, c'est l'effet de ces entraînements sur l'asymétrie. Et là, les résultats sont spectaculaires et, pour une partie d'entre eux, totalement inattendus. Ah. D'un côté, on a les groupes unilatéral et combinés. Eux, ils ont tous les deux réussi à réduire le déséquilibre de force entre les jambes. Mais à l'inverse, et c'est là que ça devient bluffant, Oui, ouais. le groupe qui faisait un entraînement purement bilatéral, avec des exercices sur 2 jambes, a vu son asymétrie augmenter. Attendez, une seconde. Il faut que je sois sûr de bien comprendre. Vous dites qu'en faisant des exercices classiques, ce qu'on voit dans toutes les salles de sport, comme des squats sautés, Oui, on risque non seulement de ne pas corriger un déséquilibre, mais de l'aggraver. c'est exactement ce que les données de cette étude suggèrent. C'est complètement contre-intuitif, je suis d'accord. On pense faire du bien, renforcer le corps de manière globale, Bah oui. mais en réalité, on peut être en train de renforcer un schéma de compensation qui existe déjà. C'est fou. Ça remet en question des décennies de pratique. On a tous fait des séances de jump à 2 pieds en se disant que c'était la base pour la puissance. Et là, on nous dit que pour un athlète qui a déjà un petit déséquilibre, ça pourrait être la pire chose à faire. Disons que ça pourrait renforcer le problème au lieu de le solutionner. Et pour enfoncer le clou, quand les chercheurs ont analysé les données en détail, ils ont vu que seul le groupe qui s'entraînait sur une jambe, Le groupe UT, voilà, avait réussi à réduire la symétrie de manière statistiquement significative sur plusieurs tests clés. Ça indique très fortement que pour forcer le corps à s'équilibrer, la méthode la plus directe, c'est de l'empêcher de tricher. et la seule façon, c'est de l'obliger à travailler sur une seule jambe à la fois. Voilà. C'est absolument fascinant. On a donc d'un côté des méthodes qui rééquilibrent, et de l'autre une méthode qu'on croyait fondamentale et qui en fait peut accentuer les défauts. Il faut qu'on comprenne pourquoi. Comment ça s'explique ça au niveau du corps? L'explication, elle se trouve dans le dialogue entre le cerveau et les muscles, ce qu'on appelle les mécanismes neuromusculaires. Quand vous faites un exercice sur une seule jambe, le système nerveux central n'a pas le choix, il doit se concentrer à 100% sur cette jambe. D'accord. Il doit apprendre à recruter les fibres musculaires plus efficacement, à mieux coordonner les quadriceps, les ischio-jambiers. En fait, la jambe la plus faible est mise au pied du mur. Elle est obligée de travailler et de progresser par elle-même, parce qu'elle ne peut pas compter sur l'aide de sa voisine. Et j'imagine que c'est là toute la différence avec un exercice bilatéral, où cette aide est possible. Mais est-ce que cette compensation est consciente? Le joueur sent qu'il pousse plus fort avec sa jambe dominante, ou c'est un réflexe invisible? C'est là toute la subtilité. C'est presque toujours un réflexe inconscient. Lors d'un saut à 2 pieds, même si on essaye de pousser de manière égale, le corps va instinctivement s'appuyer davantage sur son côté fort. La jambe dominante peut produire 55, voire 60% de la force totale, sans qu'on s'en rende compte. Ah oui, quand même. C'est un peu le syndrome du joueur de tennis qui a un bras beaucoup plus musclé que l'autre, mais appliqué aux jambes.
Le corps est une machine à optimiser l'effort. Si on lui permet de tricher en utilisant sa jambe forte, il le fera toujours. L'entraînement unilatéral, c'est simplement lui enlever cette béquille. D'accord, mais je vais jouer l'avocat du diable. L'entraînement bilatéral, c'est quand même la base pour développer une puissance brute maximale. Un squat sauté lourd à 2 jambes permet de générer bien plus de force qu'un saut sur une jambe. Est-ce qu'en se concentrant trop sur l'unilatéral, on ne risque pas de perdre en explosivité globale? C'est une excellente objection. Et la réponse est nuancée. Vous avez raison. Pour la production de force maximale absolue, les exercices bilatéraux restent supérieurs. Mais l'objectif ici, ce n'est pas seulement la force brute, c'est la performance fonctionnelle et la prévention des blessures. Le but n'est pas juste de sauter haut dans un labo. Exactement. À quoi ça sert de sauter 5 cm de plus si c'est au prix d'un déséquilibre qui expose à une entorse du genou? C'est pour ça que l'approche combinée, celle du groupe UBT, est si intéressante. Elle a permis de réduire l'asymétrie tout en bénéficiant des avantages des deux mondes. Donc la conclusion, ce n'est pas de jeter le bilatéral à la poubelle? Non, pas forcément. La conclusion, c'est de s'assurer que l'unilatéral constitue une part importante du programme, surtout si un déséquilibre est détecté chez un athlète. Ça rend les choses très concrètes. Imaginons un coach qui a un jeune meneur de jeu très rapide, mais qui se tord souvent la cheville gauche. Cette étude suggère que la première chose à faire, ce ne serait pas un programme général de renforcement, Non. mais de tester spécifiquement chaque jambe et probablement de lui construire un programme de saut et d'atterrissage sur sa jambe faible pour corriger ce maillon faible, avant tout. C'est exactement ça. Il faut d'abord réparer la fondation avant de construire un étage supplémentaire. Cette étude donne des arguments très forts pour individualiser l'entraînement, même dans un sport collectif. L'unilatéral n'est plus une option, ça devient une nécessité pour construire des athlètes plus robustes. C'est limpide. Si on devait résumer le voyage qu'on vient de faire, on est parti d'une question assez classique sur l'entraînement et on arrive à une conclusion qui bouscule pas mal d'idées reçues. On peut le dire, oui. En somme, bien que tous les types d'entraînement par saut soient bénéfiques, l'approche purement bilatérale, si elle est utilisée seule, peut être un piège pour les athlètes qui ont déjà un déséquilibre. Tout à fait. L'entraînement unilatéral se démarque comme l'outil le plus précis pour corriger ces failles. Il améliore la performance sur les actions à une jambe, qui sont omniprésentes au basket, et surtout, il agit comme un rééquilibreur, réduisant ces asymétries qui sont des véritables bombes à retardement. Les auteurs de l'étude formulent d'ailleurs des recommandations assez directes à la fin, n'est-ce pas? Oui, leur conclusion est sans ambiguïté. En gros, ils disent aux coachs et aux préparateurs physiques intégrer massivement l'entraînement unilatéral, soit en programme unique pour corriger un problème, soit en combinaison avec le bilatéral pour un développement plus harmonieux. L'idée est de penser à la performance de chaque membre individuellement. Et pas seulement à la performance globale du système à deux jambes. C'est un vrai changement de perspective. C'est sûr. Et pour finir, ça ouvre une porte sur une réflexion plus large. Cette étude a été menée sur des adolescents de 16 ans, des corps encore en formation. La question qui reste en suspens, c'est est-ce que ces résultats seraient les mêmes chez des athlètes professionnels de 30 ans? Dont les schémas moteurs et les déséquilibres sont gravés dans le marbre par des années de pratique. Voilà. Est-ce qu'il est plus difficile, voire impossible, de corriger ces asymétries plus tard? Et quid d'autres sports? Le football ou le pied de frappe crée des déséquilibres énormes. Ou le tennis. C'est un champ de recherche passionnant. Absolument. Pour celles et ceux qui voudraient explorer toutes les données, les statistiques et les détails du protocole, on ne peut que vous encourager à lire l'article original de Caillot et ses collègues. C'est une mine d'informations. Et pour ne rien manquer de nos prochaines analyses qui bousculent les idées reçues, pensez à vous abonner et à activer les notifications. À très bientôt.